Je vous propose aujourd'hui d'étudier la lettre 24 des lettres persanes de Montesquieu. Vous pouvez étudier cette œuvre en quatrième, pas entièrement mais par extrait, dans une séquence sur la critique sociale. Vous pouvez aussi l'étudier en première, dans le cadre d'une séquence sur l'épistolaire ou sur le mouvement des Lumières. Montesquieu n'ose pas publier les lettres persanes en son nom. Il prétend qu'il n'est que le traducteur, ce qui lui permet de critiquer la société française et le pouvoir. Le dispositif du roman est d'ailleurs parfaitement conçu pour éviter la censure. C'est un roman épistolaire par lettres. Les Persans vont s'envoyer des lettres et faire des remarques étonnées ou admiratives qui cachent en fait le regard critique de l'auteur. Nous avons un extrait de la lettre 24. Dans cet extrait, Rica raconte son arrivée à Paris et donne ses premières impressions à son ami Ibben. Il met en scène son regard sur la société qu'il découvre. Sa curiosité fait ressortir l'étrangeté des mœurs des Parisiens. Petit à petit, les sujets deviennent plus sérieux. On perçoit sous la plume de Rica le regard de Montesquieu qui fait une critique sociale acerbe. Alors quelle est ma problématique ? Comment Montesquieu parvient-il à faire passer des critiques très vives à l'égard de la société française par la mise en scène d'un regard extérieur et naïf ? Et l'annonce de mon plan. D'abord, nous allons voir comment ce texte est construit pour donner l'illusion d'une lettre écrite par un persan, rédigée pour un compatriote persan. Ensuite, nous verrons comment ce regard fait ressortir ce qu'il y a d'insolite dans la vie parisienne et la société française. Le point de vue persan pose la question de la normalité. Qu'est-ce qui est normal ? Qu'est-ce qui est excessif ? Enfin, nous verrons comment Montesquieu reste complice avec le lecteur et comment il lui fait passer une critique acerbe du pouvoir. On va maintenant passer à la lecture. Lettre 24, Rica à Ibben, à Smyrne. Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires qui manquent tout à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Tu ne le croirais pas peut-être. Depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux parti de leurs machines que les Français. Ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien, car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête, mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour, et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris, et je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets plus inépuisables que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autre fonds que des titres d'honneur à vendre, et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'1 million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de 2, il n'a qu'à les persuader qu'un écu en vaut 2, et il le croit. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tantôt il lui fait croire que 3 ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et 1000 autres choses de cette espèce. De Paris, le 4 de la lune de Rébiab, 2 1712. Alors la première partie, une lettre écrite par un voyageur oriental, et première sous-partie, un échange épistolaire qui invite à l'observation. Le cadre épistolaire est visible dans les noms propres. Rica est à Paris, son correspondant Ibben se trouve à Smyrne. Les dates à la fin du texte réfèrent au calendrier persan dans lequel les mois se comptent en lunes. Le rapport entre les deux persans, celui qui écrit la lettre et celui qui la reçoit, est un partage d'expérience et de jugement. Les marques de première personne et de deuxième personne apparaissent justement entre les parties
de la lettre. Il y a différentes parties dans cette lettre. Tu ne le croirais pas peut-être, depuis 1 mois que je suis ici. Cette phrase annonce la première expérience que Rika fait de la vie parisienne. Le verbe croire crée le suspense et fait attendre le récit de cette expérience incroyable. On retrouve ce même verbe plus loin. Ne crois pas que je puisse te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. À ce moment-là, Rika annonce modestement la deuxième partie de sa lettre, qui va en fait traiter de sujets plus politiques. Le laps de temps relativement court, 1 mois, permet à Montesquieu de justifier le regard encore naïf de Rika. Je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Un autre verbe est utilisé plusieurs fois dans la lettre, c'est le verbe juger. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air. Rika invite son compatriote à interpréter ce qu'il voit. On jugerait. Le pronom indéfini on inclut Ibn dans les observateurs. Ici, le verbe juger a un sens atténué. Il invite à observer pour faire des hypothèses. Deuxième sous-partie, une culture faussement orientale. L'Orient était à la mode dans la littérature du XVIIIe siècle. Les Mille et une nuits, par exemple, avaient connu un très grand succès dès leur première traduction par Antoine Galland. Ce contexte oriental a contribué à la popularité des lettres persanes. Montesquieu va jouer avec cet imaginaire collectif pour construire son orientalisme. Rika compare spontanément Paris à Ispahan, avec ses ressemblances et ses différences. Paris est aussi grand qu'Ispahan, mais les maisons y sont plus hautes. Pour donner à voir à son correspondant les immeubles parisiens, le persan doit passer par une périphrase, 6 ou 7 maisons les unes sur les autres. Il ne parvient pas à expliquer cette bizarrerie. On jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. C'est un clin d'œil ici aux clichés de l'époque. Ce sont au contraire les Occidentaux qui seraient persuadés que l'Orient n'est peuplé que d'astrologues. Il faut dire que l'épisode biblique des 3 rois mages est très présente à leur esprit quand on évoque l'Orient. Le pas réglé de nos chameaux vient rajouter une couleur orientale au discours de Rika. Montesquieu n'essaye pas de représenter un Orient réaliste, mais plutôt de mettre en scène la posture d'observateur du persan. J'enrage quelquefois comme un chrétien n'a rien d'une expression persane, c'est en fait une expression de l'époque enragé comme un turc, que Montesquieu retourne de façon plaisante, c'est une expression française bien sûr. À travers le personnage persan, l'auteur s'amuse à montrer comment les stéréotypes sont véhiculés là dans la langue courante. Troisième sous-partie, une lettre qui met en scène le regard. La lettre de Rika est écrite de manière plaisante, il se met lui-même en scène, il fait preuve d'humour, etc. Un homme qui vient après moi me fait faire un demi-tour et un autre me met soudain où le premier m'avait pris. Nous assistons là à une véritable scène de théâtre comique. Mais le comique ne se trouve pas seulement dans la situation. Cette phrase très longue est rythmée avec une première personne systématiquement objet des verbes d'action, ce qui transforme Rika en marionnette. Après, moi, me passe, me fait faire, me croise, me remet, m'avait pris, etc. Les rythmes imitent les propos. Un rythme saccadé, binaire, pour la course des Parisiens. Ils courent, ils volent. Un rythme ternaire et ralenti pour la marche des Persans. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux les feraient tomber en syncope. Certaines actions sont imitées par des sonorités choisies, encore passe qu'on m'éclabousse. Les allitérations en S imitent la projection des gouttes d'eau. Transition vers la deuxième partie. Nous avons vu que ce texte prend l'apparence d'une lettre écrite par un persan qui invite son correspondant à partager son expérience. Le regard de l'étranger sur la vie parisienne est l'occasion de faire ressortir les différences, mais aussi et surtout les anomalies. Nous allons voir que le regard du persan questionne la normalité et fait ressortir l'absurdité des mœurs occidentales. Deuxième grande partie, un regard qui fait ressortir l'insolite. Et première sous-partie, les excès de la vie occidentale. Cet excès est montré par l'insistance des adverbes. La ville est extrêmement peuplée. Les coups de coude surviennent régulièrement et périodiquement. Cette fois-ci, les adverbes sont doublés. Le jeu des adverbes est complété avec celui des adjectifs. Les coups de coude surviennent régulièrement et périodiquement. Cette fois-ci, les adverbes sont doublés. Le jeu des adverbes est complété avec celui des adjectifs. Les maisons y sont si hautes. L'adverbe intensif, si, vient renforcer l'adjectif haute. La ville semble alors allongée vers le ciel comme la tour de Babel, ce qui est un symbole d'orgueil. Nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Cette fois-ci, l'adverbe toujours est redoublé par l'adjectif continuel qui est un peu redondant. Il s'y fait un bel embarras. L'adjectif belle a déjà un sens intensif, sans avoir besoin d'adverbe. Rika termine ce tableau avec une hyperbole. Je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Le participe brisé est imité par la syntaxe accidentée par les que. Que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Deuxième sous-partie, une interrogation sur la normalité. En mettant en relief les éléments excessifs,
le regard du persan fait aussi ressortir en creux la banalité et la simplicité, souvent dans des tournures négatives. Tu ne le croirais peut-être pas, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Le verbe marcher ressort comme l'un des verbes les plus communs de la langue. Personne ne marche? Il court, il vole. Le verbe voler est une métaphore. Un glissement de sens a été fait progressivement, qui est dû justement au regard de l'étranger. Pour lui, la marche des Parisiens ne correspond déjà plus au verbe marcher. Il est donc obligé d'emprunter le verbe voler quand il les voit courir. Pour moi, qui vais souvent à pied sans changer d'allure, bon, même un occidental reconnaît là effectivement une manière de marcher très normale. C'est pourtant cette manière-là qu'il ne retrouve pas dans les rues de Paris. Je ne suis point fait à ce train. L'étrangeté des déplacements des Parisiens est visible dans l'expression « il n'y a pas de gens qui tirent mieux parti de leur machine que les Français ». Le mot « machine » est utilisé de façon un peu étrange, au singulier. Est-ce qu'il s'agit de leur corps ou de leur diligence? Sans doute, puisque le persan est éclaboussé dans la rue, forcément par un véhicule. D'ailleurs, cette machine est comparée aux voitures lentes d'Asie. Dans tous ces discours, on perçoit une forme d'ironie. Le regard du persan est admiratif, voire superlatif. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux parti. Pourtant, c'est bien une critique qui est faite sur leur train de vie excessif. Les voitures lentes d'Asie les feraient tomber en syncope. Autrement dit, la lenteur pourrait les tuer. C'est ironique car, au contraire, la syncope est provoquée évidemment par une émotion trop vive. Troisième sous-partie, des constats accablants. Au contraire de ce qu'on vient de voir, certains constats vont passer presque comme des banalités, alors qu'au contraire, ils relèvent de véritables dysfonctionnements de la société. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé. Derrière les paroles de Rica, Montesquieu fait allusion au perpétuel problème de logement à Paris, qui était à l'époque victime d'une crise immobilière. J'ai envie de dire déjà, mais ce serait une digression. Qu'on soit pourvu des choses nécessaires qui manquent toutes à la fois. En ayant l'air de parler aux présentes vérités générales des difficultés de voyager, en réalité, Rica fait remarquer que les biens indispensables manquent pour les habitants de la capitale. Il y a en effet des pénuries à répétition et des difficultés économiques grandissantes au cours du XVIIIe siècle, qui expliqueront en partie d'ailleurs la Révolution française. On a vu le roi entreprendre et soutenir de grandes guerres. De même ici, la prise de parole est neutre, l'adjectif grande pouvant être interprété de façon positive ou négative. Derrière ce constat, fait d'un point de vue extérieur, le lecteur français reconnaît effectivement les guerres menées par Louis XIV en ce début de siècle, notamment par exemple la guerre de succession d'Espagne qui dura plus de 10 ans. Cette guerre coïncide en plus avec des hivers particulièrement rudes qui provoquent des famines. Louis XIV est obligé de lancer des souscriptions. Les mines d'or du roi d'Espagne sont évoquées dans cette lettre. Il n'y a pas de mines d'or en Espagne. Montesquieu fait donc bien allusion à la colonisation espagnole. Et d'ailleurs, à cette époque, de nouvelles vice-royautés sont créées en Amérique du Sud pour gérer et exploiter l'économie minière et l'agriculture tropicale, donc en Amérique du Sud. Transition vers la troisième partie. Nous avons vu que le regard du persan fait ressortir les bizarreries et dysfonctionnements de la société occidentale. Le texte va beaucoup plus loin en montrant les ficelles de manipulation du pouvoir. Les dénonciations sont liées les unes aux autres pour dénoncer un système politique effarant. Troisième grande partie, des dénonciations subversives. Et première sous-partie, la préparation des dénonciations. La lettre est structurée de telle manière qu'elle prépare progressivement le lecteur à des critiques de plus en plus sévères. Pour commencer, le regard du persan se resserre progressivement. Il parle de la ville, Paris, pour ensuite parler des maisons et finalement de leurs habitants, habités par les astrologues. On peut noter en passant que la comparaison avec des astrologues n'a aucune portée satirique, mais elle prépare la future comparaison du roi avec un magicien, ce qui est beaucoup plus provocateur. Au début, le ton est badin, avec une raillerie de l'impolitesse des Parisiens. Je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement. La deuxième partie est présentée de façon innocente. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. En réalité, la deuxième partie de la lettre ne porte pas sur les mœurs et coutumes, mais bien sur des sujets politiques brûlants. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Cette première phrase est admirative, flatteuse, mais tout de suite, la deuxième phrase à la négative provoque la surprise. Il n'a point de mine d'or. La troisième phrase, qui commence avec un lien d'opposition, mais il a plus de richesse que lui, vient raviver le suspense. Le texte est donc construit pour relancer l'attention du lecteur au bon moment. Il y a un autre magicien plus fort que lui permet de passer d'une satire du pouvoir royal à une satire du pouvoir religieux. Comment donc sont réalisées ces dénonciations ? Dénonciation de la manipulation. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Le nom « empire » est intéressant car c'est un mot politique en même temps qu'un mot du vocabulaire de l'hypnose.
Le roi devient un empereur car il n'est pas seulement maître de son royaume, mais aussi des convictions de ses sujets. Les sujets du roi sont les compléments d'objets du verbe. Il les fait penser comme il veut. Cette proposition lapidaire est ajoutée en fin de phrase, derrière un point-virgule, ce qui lui ajoute du poids. Ils en sont aussitôt convaincus. L'effet est immédiat, il n'a pas besoin de les convaincre. Le persan est très admiratif. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. La coordination de force et puissance insiste de façon presque redondante. En effet, les rois de France avaient la réputation de pouvoir guérir par exemple les écrouelles rien qu'en les touchant. Alors les écrouelles, ce sont des fistules situées au niveau des ganglions et qui sont provoquées par la tuberculose. Je peux vous dire que c'est pas très beau à voir. Le texte va plus loin. Le persan remonte à la source et révèle celui qui tire les ficelles de tout ce théâtre. Un autre magicien qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Autant dire que donc c'est celui-là qui décide pour tout le monde. Ce magicien s'appelle le pape. Nous avons vu que le suspense a été construit longuement. Il tombe avec cette courte phrase. En prenant un peu de recul, on observe un tableau général effrayant, des personnages machines qui se pressent, se donnent des coups de coude, manipulés par un roi, lui-même manipulé par le pape. Avec cette mise en abîme de l'illusion, Montesquieu s'inspire du Theatrum Mundi des auteurs baroques. Le monde occidental est un grand théâtre dont le metteur en scène serait le pape. Troisième sous-partie, un raisonnement par l'absurde. La richesse du roi de France est tirée de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. La phrase a un double sens. Le sens explicite est admiratif. Pour le persan, le roi de France est effectivement très puissant. Le sens implicite porté par Montesquieu est une double critique sociale. Les Français sont manipulés par leur vanité et la richesse de leur roi ne repose sur rien de concret, n'ayant d'autre fond que des titres d'honneur à vendre. En effet, Louis XIV vend des lettres de noblesse pour renflouer le trésor public. Montesquieu dénonce là une véritable escroquerie car souvent ces titres qui sont achetés sont par la suite révoqués. La métaphore de la magie est très efficace. Par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, ses flottes équipées. Le mot prodige relève déjà de la prestidigitation. Les participes passés, payés, munis, équipés, donnent une impression d'immédiateté, comme si les soldats étaient apparus d'un coup. Cette métaphore a été donc préparée longuement à l'avance. Ce n'est qu'à la fin du texte qu'apparaît le mot magicien. Ce roi est un grand magicien. Cela annonce d'autres phénomènes surprenants que le persan raconte ensuite avec la structure. Si, plus hypothèse, il n'a qu'à. S'il n'a qu'un million, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux. Montesquieu fait allusion aux dévaluations successives qui ont eu lieu en ce début de XVIIIe siècle. S'il a une guerre difficile à soutenir, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent. Ici, Montesquieu décrit le système Law. Donc John Law était un banquier écossais et il proposa à Louis XIV de créer une banque royale qui émettrait des titres en papier contre une garantie d'or et d'argent. Le dernier paragraphe parle du pape et critique les dogmes religieux. C'est la structure des phrases qui accentue l'impression d'absurdité. Trois ne sont qu'un. Nous avons à chaque fois une structure attributive avec le verbe être à la négative, ce qui construit une sorte d'équation mathématique aberrante. Le pain qu'on mange n'est pas du pain. Le vin qu'on boit n'est pas du vin. La répétition des mots pain et vin, avec leur sonorité commune, renforce la force de la contradiction. La tournure négative n'est pas nous empêche d'avoir accès au sens symbolique des rituels, la Trinité, la communion, etc. Les petits mots, tantôt, et l'hyperbole, et mille autres choses de cette espèce, laissent entendre qu'un tel pouvoir engendre nécessairement des décisions arbitraires. Alors, ma conclusion. Nous avons donc une lettre qui révèle un échange plein d'humour entre un persan en voyage et son ami resté à Smyrne. Le voyageur fait des remarques légères sur les mœurs et coutumes des Européens. Pour un occidental, la lettre est plaisante, il y retrouve un regard original. Les éléments du quotidien, voitures, immeubles, etc., prennent une dimension insolite, amusante. Mais sous le couvert de cet échange distrayant, Montesquieu fait passer une critique acerbe du pouvoir. Il met à jour les mécanismes de manipulation qui structurent les grandes décisions politiques. Dans cette lettre, toute la chaîne des causes et conséquences est remontée. Les pénuries dans le royaume sont dues aux guerres qui sont décidées par le roi, lui-même influencé par le pape. Le dispositif ingénieux mis en place par Montesquieu dans les lettres persanes permet d'éviter la censure, mais aussi de proposer un texte passionnant, intrigant, qui relance sans cesse l'attention du lecteur par de nouvelles surprises. La critique sociale est faite de manière subversive et divertissante.